Ça veut dire quoi le tourisme positif? Ce terme tourisme positif pour éviter justement de s'enfermer dans un tourisme de niche et pour toucher de manière plus large tous les produits et services touristiques. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. On vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète et du vivant, en partant à la rencontre d'acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires, des leviers d'engagement qui sèment maintenant les graines de réflexion et d'action pour un tourisme positif. Je suis François Huette, ambassadeur du tourisme positif avec une expérience internationale. Je suis animé par le développement d'un tourisme de sens, proposant des expériences vertueuses en lien avec son territoire. Aujourd'hui, j'accompagne les acteurs du tourisme, mais pas seulement, dans l'évolution de leur activité vers un tourisme positif. Alors, pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur la page expérientielle de Facebook, Instagram et LinkedIn. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes en famille, entouré des vôtres, dans la bonne humeur, dans la joie, et que cette nouvelle année vous réserve de très belles choses. Avec cette nouvelle année qui commence, je vous propose de s'évader du tourisme et de découvrir une entreprise dans le bâtiment avec des engagements et des valeurs humaines. Jean-Pascal Descroix est un entrepreneur engagé qui nous partage son approche d'entrepreneur humaniste et surtout une approche porteuse de sens. Alors sans attendre, je vous invite à vous installer dans un endroit confortable, au calme, proche de la nature, et je vous dis bonne écoute. Bonjour Jean-Pascal, merci de me recevoir dans tes bureaux. Alors, je te propose déjà, pour commencer cette interview, de te présenter et de nous expliquer ce que tu fais. Donc Jean-Pascal Descroix, et je vais me présenter en tant qu'entrepreneur engagé pour la protection de la planète et des petits humains qui sont dessus. Des tout petits humains. Et oui. Ouais, d'accord. Donc notre vaisseau amiral est la société STME, qui est principalement dans les domaines chauffage, ventilation, climatisation, électricité, plomberie, donc ce qu'on peut appeler les métiers techniques du bâtiment, qui nous a amené il y a à peu près une dizaine d'années pour développer des systèmes d'autoprotection incendie contre les feux de forêt, pour la protection des biens et des personnes en cas d'arrivée de feux de forêt, où on sait malheureusement, et le Var en a subi les dommages, ces risques sont de plus en plus élevés avec la montée en température. Les dérèglements climatiques aussi. Voilà, le dérèglement climatique, mais aussi quelque chose qu'on touche du doigt par nos métiers du bâtiment, de plus en plus de construction à proximité de la forêt pour le bien-être des gens qui sont dans les bâtiments, parce que l'être humain aime bien être proche de la forêt parce qu'on s'y sent bien et en sécurité en dehors du risque de forêt, bien évidemment. Et la protection de l'environnement, où on ne peut pas se dire on va construire des tas de bâtiments et on va complètement tout déboiser. Il y a aussi donc tous les risques, enfin tous les paramètres font que les risques sont plus élevés pour la protection de la forêt parce qu'il ne faut pas tout couper, pour le bien-être de l'humain qui se sent bien à proximité des arbres, et le risque est élevé aussi par ce paramètre de réchauffement climatique que l'on constate. Donc on avait répondu à un projet il y a une dizaine d'années, et là on a créé cette entité réellement maintenant depuis 2020,
Donc on a une entité dédiée parce qu'elle était avant hébergée par l'entité BTP et on dépose des brevets, on fait de la R&D, on cherche des financements pour nous aider dans ces domaines-là et on se rend compte que les collectivités et même des particuliers se rapprochent de plus en plus de nous pour savoir un petit peu où on en est. On sent que là, ça va démarrer et on est ravis de pouvoir participer à cette activité-là. Et on envisage aussi même un développement à l'export. Pour revenir dans le bâtiment, en effet, comme tu disais François, nous sommes dans les bâtiments, principalement dans le logement, quoique aussi dans les bureaux, les principaux consommateurs par les pompes à chaleur, donc le chauffage et climatisation. Nous sommes aussi impliqués par le fait que nous faisons de la ventilation sur la qualité de l'air dans les espaces clos, par la ventilation, où on est aussi spécialiste, et par ce qu'on appelle l'ECS, eau chaude sanitaire, donc la production d'eau chaude. Ces trois domaines sont très souvent, en dehors des process, les plus consommateurs dans les bâtiments. C'est la raison pour laquelle on a trouvé un intérêt de créer une nouvelle activité qui va être de faire de la conception et de l'installation de panneaux photovoltaïques. Mais je souligne, nous sommes actuellement axés sur un développement ce qu'on appelle le PV, le photovoltaïque, sur les toitures. Nous ne sommes pas nécessairement pour l'installation de panneaux solaires dans des terres, au sol. Okay. Il y a aussi toute une logique derrière qui va que le sol est plutôt adapté pour faire de la culture, quelle qu'elle soit, ou de la forêt. Mais aujourd'hui, malgré que je comprenne bien on ait besoin de grandes quantités de panneaux solaires, mais avant de partir sur des fermes solaires, essayons de couvrir nos toitures et nos bâtiments. Donc au lieu de regagner sur la nature d'une certaine manière, exploitons déjà... Priorisons. Priorisons les terrains occupés par les bâtiments, etc. Tout à fait. Alors, on a travaillé ensemble dans le passé et sur ton entreprise. Et ce qu'il en est ressorti vraiment, c'est qu'il y a une approche très humaniste dans ton entreprise qui est vraiment au cœur. Alors, je sais que tu es un grand sportif, hein, tu fais du vélo-cross, etc. Mais c'est quelque chose qui est important ici, c'est-à-dire le sport, hein, comme lien social, entre guillemets. Mais ce que j'aimerais comprendre, c'est... Quand tu as créé ton entreprise, tu n'as pas été formé à avoir une entreprise humaniste. Et donc le déclic, il est devenu comment? Et ensuite, comment tu es passé de l'autre côté? Du côté de sortir de la pyramide traditionnelle, de hiérarchique, vers quelque chose de beaucoup plus transversal. En effet, quand on analyse les choses aujourd'hui, ou même je, de mon point de vue perso et comment j'en suis arrivé là, je pense que comme toute personne, chacun a son histoire de vie et c'est la raison pour laquelle on a beau dire, et je suis aujourd'hui moi très impliqué dans la stratégie de l'entreprise et j'étais sur un bouquin là récemment qui disait que la stratégie aura du mal à être automatisée ou gérée par de l'intelligence artificielle, parce que là-dedans, il y a une partie humaine de l'histoire de chacun et qui ne pourra pas être automatisée. Et pour ça, c'est la même chose pour moi. Je pense que de mon côté perso, ça vient de mes racines, qui sont donc, historiquement, je suis issu d'une famille d'agriculteurs, où, en fait, on ne réfléchissait pas de la rentabilité, mais plutôt à vivre de sa terre et à vivre bien et être avec ses voisins et être humain, quoi. Je veux dire, ça va de pair. Donc il y avait déjà le lien social était important et le lien à la terre était aussi très important. Alors oui, mais je m'en suis rendu compte après. Attention, hein. Je dis ça maintenant, j'aurais été incapable de le dire dans le passé parce que je savais pas pourquoi je cheminais dans ce sens. Je l'ai compris aujourd'hui. Je suppose que ça vient de là. Mais je ne savais pas pourquoi je partais là-dedans. Donc quand j'ai créé l'entreprise, j'ai juste essayé, comme toujours, essayer de me mettre à la place des salariés et me dire
qu'est-ce que j'aimerais si j'étais à leur place faire. Donc j'ai essayé au début, leur proposer de petits avantages perso qui étaient humains, plaisants, agréables, et puis avoir un comportement entre nous plutôt de s'apprécier et de se retrouver presque en famille, quoi, entre nous, je veux dire, et d'accepter l'autre comme il est. Il pense pas comme toi, mais que peut-être il a aussi son histoire et qu'il y a quelque chose qui te plaît pas chez lui, mais qu'il a peut-être une bonne raison qu'il veut pas te dire, qui fait qu'il est différent de toi, quoi. Ouais. On ne sait pas ce que les gens ont vécu, donc il y a peut-être une couleur qui le perturbe parce que il a vécu un truc dans sa vie. Enfin, je dis n'importe quoi, mais chacun a le droit d'être différent par rapport à l'histoire qu'il a eue et qui fait qu'on est différent. Donc c'est de s'accepter les uns les autres comme on est et de pousser les gens à essayer de leur faire comprendre que pour être bien dans un groupe, il faut être bien soi-même de manière individuelle. Et c'est la raison pour laquelle je pousse mes équipes à aller vers du sport. Alors pas du sport compète comme je peux faire moi, mais du sport santé, ce que j'appelle du sport santé, qui passe aussi tout ça par une bonne nutrition, bien dormir, bien vivre, et que finalement, quand on a ces paramètres, finalement, on se retrouve entre gens qui ont pris le temps de réfléchir sur eux et qu'on essaie de se mettre toutes les chances de notre côté pour être bien. Et puis après, quand on est bien dans sa tête et qu'on est bien dans son corps, nécessairement, on est plus facilement bien avec les autres. Donc, est-ce que c'est une forme d'encourager une certaine qualité de vie ou un épanouissement personnel? Ou les deux? Je suis plutôt sur les deux. Ouais. Mais je suis plutôt sur les deux. Mais avant, à mon sens, avant de parler d'épanouissement personnel, il faut passer par la QVT, la qualité de vie. Alors au travail, parce que moi je suis dans un cadre, on est dans un cadre pro, bien que pour moi on n'ait qu'une seule vie, qu'on soit au travail ou perso, on vit qu'une fois, exactement. Et que les gens, et justement chez nous, on se rend compte que on ne fait plus trop de barrières entre la vie perso et la vie pro. Alors ça peut choquer certaines personnes parce que vu les écarts que font certaines entreprises en faisant du greenwashing et en disant il y a des gens qui travaillent énormément, on les pousse à travailler jour et nuit. Chez nous, c'est pas du tout ça. Je veux dire, quand je dis on n'a qu'une vie, et c'est pas du tout ça. Il faut quand même garder un écart de bien-être, comme pour moi d'ailleurs, hein, comme pour moi. Je veux dire, je suis le premier à me protéger de ma vie pro pour pouvoir durer dans le temps. Aujourd'hui, l'entreprise, ça fait 22 ans que je suis dirigeant. Je me sens très bien à ma place. Je souhaite encore avoir de la croissance, mais humaine, modérée et réfléchie. C'est pas de la croissance pour avoir des euros en plus, tout ça. Donc, pour revenir à ta question, c'était mon point de départ, je pense, perso. Donc, au début, on a essayé, j'ai essayé, parce que l'entreprise était beaucoup plus petite, de me dire, je veux que mes salariés soient bien dans l'entreprise. Et puis après, il se passera ce qui se passera. Sauf que ça met du temps. Mais quand on est sportif et qu'on veut atteindre du haut niveau, il faut accepter que ça va mettre du temps. Et c'est ce que je me suis dit au départ. Et donc, sans me donner de contraintes temps, de réussite, de quoi que ce soit, je voulais que les gens soient bien. D'abord, avant de tirer de gros bénéfices de l'entreprise, c'était pas mon objectif principal. Donc chacun devait vivre. L'entreprise, c'était de créer un lieu de vie et un lieu de travail qui soit équilibré. C'est-à-dire que oui, la performance financière, la pérennité de l'entreprise est importante, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'humain qui est important. Mais en fait, voilà, je veux dire, nous, on n'est pas nécessairement dans la performance à 2 chiffres de croissance ou de rentabilité. Le tout, c'est de pouvoir avoir un minimum de bénéfices en fin d'année pour pouvoir durer dans le temps, quoi. Et d'ailleurs, si on prend nos résultats pendant une bonne partie, on était à des très faibles résultats. Mais pour autant, je voyais des gens qui avaient la banane le matin, on était en croissance de recrutement. Donc, comme on a été aussi en autofinancement, nécessairement, les résultats ne se voyaient pas, quoi. Quand je disais ça, je pensais aux banquiers et aux comptables qui me disaient « Ouais, tu gagnes pas grand-chose ». Mais moi, je savais où je voulais aller, quoi. Voilà, le gain n'était pas seulement financier. Exactement.
exactement, ça a été ça. Et d'ailleurs, j'ai dit au premier prix RSE que j'ai remporté que quand j'ai fait la paix avec l'argent, ça a été beaucoup plus simple. Et qu'est-ce qui a provoqué cette paix avec l'argent? C'est une remise en question personnelle, une réflexion personnelle, l'intégration d'un audit. Alors, je vais employer ce mot qui peut faire hérisser l'épaule de beaucoup de personnes. RSE, on a eu un premier audit de savoir à quel niveau est-ce qu'on était engagé dans la performance, dans le bien-être. Je ne vais pas employer ce mot. Et en fait, c'était la CCI qui nous avait fait ce premier diag, où on était sorti plutôt bien noté. D'ailleurs, on m'avait dirigé vers le projet CEDRE de la région. Et quand on a fait... Et en fait, c'est à ce moment-là. Donc là, maintenant, on a dû faire ça à 15 ans d'ancienneté. On a eu un audit qui a été une révélation pour nous. Parce qu'en fait, on nous a fait comprendre et mettre en valeur ce qu'on était. Ce qu'avant, c'est pour ça que je dis, je parle au présent, ce qu'avant, on n'avait pas pris conscience. En fait, moi, je le faisais naturellement, et je voulais d'ailleurs ne pas en parler autour de nous, pour qu'on puisse me dire, tu parles de ça pour te mettre en valeur, mais on ne sait pas si derrière, il y a des actions qui sont mises réellement à côté de votre com. Donc j'avais préféré, maintenant je dis à tort, le faire en petit comité et même pas trop en parler aux salariés et leur dire vous avez cet avantage et puis bon, vous en bénéficiez ou pas. Moi je savais qu'en mon fort intérieur, je proposais ces services, donc je me disais que je faisais ce qu'il fallait. D'accord. Donc l'audit CEDRE, ça a été ça, et puis moi-même à l'entretien final de CEDRE, je leur ai dit, écoutez, vous savez, en fait, même si vous ne me prenez pas, j'ai tellement tiré de bénéfices aujourd'hui que ça va changer des choses chez nous. Vous m'avez fait prendre conscience de ce qu'on était, de ce qu'on pourrait faire. Et donc, mais évidemment, en faisant ça, ça a marché, ça a matché. On a passé les... je crois que c'est 3 ans, oui, on a passé les 3 ans de projet. Ça nous a apporté beaucoup. On a remporté le prix RSE PACA de la Chambre des métiers de l'entreprise départementale, et l'année dernière on a remporté le prix RSE PACA de la PME régionale. D'accord. Et ça, dans les faits, ça se traduit comment dans le quotidien des employés aujourd'hui, cette qualité de vie au travail? Alors, je vais donner un exemple très concret. Ouais. Qui est celui du bien-être en entreprise, et en plus de nos jeunes. De nos jeunes, donc chez nous on prend énormément d'alternants. Ils sont étonnés qu'une entreprise comme nous existe, parce qu'en fait, à l'école on leur parle de choses, mais on est un peu une entreprise idéale pour eux. La preuve en est, c'est qu'on recrute en gros 50% de nos alternants. Donc on est en train de se... En fait, on se crée, on forme nos futurs salariés. D'accord. Et l'autre point qui est important toujours dans la partie recrutement, c'est que nos salariés parlent tellement de nos différences au cours de leur journée, c'est que ce sont nos recruteurs en fait. Ce sont nos recruteurs. Et dernièrement, les 2 salariés qui sont arrivés, puisqu'on a décidé de développer notre service de maintenance, les 2 personnes qui sont venues chez nous sont venues pour salaire égal chez nous, pour ce qu'on est. Par rapport à vos valeurs, etc. Ouais. Et c'est marrant parce qu'en même temps qu'on parle, là, il y a Laura derrière qui est en train de se faire un massage. Ça, c'est accessible pour tout le monde. Ça. C'était pas prévu que ça se passe aujourd'hui. Et donc, si moi je suis un employé ici, je peux aller me faire masser là Tout à fait. Ah ouais? Et c'est une activité que vous proposez comme ça? Ouais, c'est une des actions qu'on met en place
pour l'encadrement, parce qu'en termes de logistique, moi je serais partant pour le faire avec tout le monde, mais sur les chantiers, le massage, se laver, tout l'hygiène, c'est un peu compliqué. En revanche, dans les bureaux, tout à fait, c'est un cycle qui se fait en gros toutes les 3 semaines, 3 à 4 semaines. C'est du massage shiatsu, qui sont en fait ça se fait avec les mains sur une chaise ergonomique, sur les pointes d'acupuncture. D'accord. Et l'entreprise participe à 70% sur le coût du massage. D'accord. Incroyable. Parce que vous aidez aussi, je crois, pour devenir membre d'un club de sport. Il y a pas mal de choses. On est partenaire de 5 clubs de sport. Hein. Ouais. Partenaire de 5 clubs de sport. On finance des licences de sport jusqu'à 100 €. On participe à des licences de sport. On fait livrer des paniers de fruits et légumes raisonnés toutes les 3 semaines, où l'entreprise participe aussi à 50%. Et en fait, on s'est rendu compte que alors ça met du temps, hein, encore une fois, mais c'est comme tout, mais c'est pas grave. On sait qu'il faut répéter, rabâcher, ingurgiter ça, et que même quand le papa arrive ou la maman arrive à la maison avec un panier de fruits et légumes à la maison qui a été livré à l'entreprise, ça fait poser des questions aux enfants, quoi. Et ça force à cuisiner des légumes frais, et que derrière, finalement, il y a autre chose que les boîtes qui peuvent exister. Donc c'est toute cette démarche-là d'éducation au bien-être à laquelle on essaie de participer, quoi. D'accord. Je reviens à Laura là, qui est en train de se faire masser. Est-ce que ça c'est pris sur le temps de travail ou en dehors du temps de travail? Parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui diraient mais pendant ce temps-là elle ne bosse pas. Et il y en a qui... Donc j'aimerais avoir toi ton point de vue. Alors, je vais même dépasser ça. Alors évidemment que oui, c'est sur le temps de travail. Évidemment. Mais je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. On n'a qu'une vie, pro et perso. Donc quel est le temps de travail? Moi, tous, dont un jeune qui est en alternance ingénieur chez nous et qui va être recruté, qui m'a dit, mais en fait, moi, je suis... Alors, lui est recruté sur l'activité incendie et sur la partie R&D. Et il m'a dit, moi, en fait, je vais venir ici parce que mon cerveau, il marche en permanence. Donc, je suis en permanence en train de chercher des solutions, mais c'est pas que quand je suis au bureau, quoi. C'est quand je vis. Et en fait, le cerveau tourne en permanence. Et je l'ai vécu pour moi, et c'est pour ça que mon poste, je l'adore aussi. Mais en fait, voilà, alors je dis pas qu'il faut faire que travailler et tout ça, mais comme on fait aussi beaucoup de sport ensemble, entre midi et 2, on va courir, on participe à des organisations. En fait, c'est pareil, 35 heures. Qu'est-ce que ça veut dire 35 heures? Ici, il n'y a pas de 35 heures. Et d'ailleurs, pour dire la vérité, je fais partie, moi, de l'ancienne génération. Oui, au-dessus de 35 heures. Voilà, non, mais au-dessus de 35 heures, et puis si on voulait être connu et reconnu par ses pairs, il fallait arriver le premier le matin et partir le dernier le soir. Ouais. Et je dois vous avouer que des fois, le soir, et donc c'est ce que je fais encore aujourd'hui, un petit peu. Alors, je le fais pas pour montrer aux autres, mais je le fais parce que j'essaie en revanche de faire la coupure à la maison. Et bon, malgré qu'avec les téléphones qu'on a aujourd'hui, je reste quand même connecté, mais je fais que des réponses brèves et pas des choses construites quand je suis à la maison. Mais je vous avoue que je prends sur moi, quand le soir, à 18h30 ou 19h, je suis seul dans les bureaux, et je me dis... on a encore beaucoup de boulot, je me retrouve là, il n'y a personne qui reste avec moi le soir pour faire avancer les projets. Sauf que ils sont chez eux et ils les font avancer quand même. Et donc on est dans ce cadre-là où... Quand tu dis qu'ils les font avancer, c'est parce qu'ils y réfléchissent. Exactement. Hein, pas parce qu'ils sont derrière un ordinateur à taper, mais parce que inconsciemment ou consciemment, ils réfléchissent à leur travail de la journée, etc. Exactement, et c'est ça. Et pour que les gens... Et on a largement parlé et analysé avec l'encadrement, qu'est-ce que je peux leur reprocher? Parce que, en fait, la finalité, c'est qu'il faut que l'entreprise tourne.
Et elles tournent comme ça. Donc pourquoi je vais leur imposer des règles qui vont aller à l'encontre de leur bien-être et de leur souhait de vie? On est en croissance, on crée des emplois, on augmente notre rentabilité, tout le monde a la banane, on fait du sport ensemble, on a des projets. Je ne dois plus être le dirigeant qui force dans les décisions. Et d'ailleurs, souvent, à Encodir, j'avais lancé des idées en disant, bon, on fait ça, et puis ça a été non. Donc oui, pour répondre à ta question de base, oui, c'est pendant le temps de travail, et il faut accepter... En fait, on a besoin de très peu de temps de productivité, mais d'une très grande efficacité. Et je m'en rends compte au quotidien. Et même pour moi, je suis très peu en temps de travail productif. Mais parce que quand on est dans cette position, on a une telle sérénité dans nos décisions qu'on n'a pas besoin de réfléchir 50 fois aux choses, quoi. Et je le vois, et l'équipe est en train d'aller dans ce sens-là, où c'est mon quotidien. Mais après, c'est pareil. Qu'est-ce qui fait dire aux gens qui sont là de 7h du mat à 19h30, comment mesurer leur productivité? Exactement. Moi, tu sais, quand j'ai changé de métier, je suis passé de salarié à chef d'entreprise. Ben, au début, il fallait que je reste un minimum entre 8, 10 heures, 11 heures derrière mon... Mais vu que j'avais pas de clients, je servais à quoi? Je faisais quoi? Et c'est là que je me suis posé la question de où est la véritable productivité, quoi. On demande aux gens de venir à une heure précise et de repartir à une heure précise. Mais est-ce qu'ils sont productifs pendant 8 heures? Non, je pense pas. Et c'est pas parce que c'est des mauvais employés, c'est parce que c'est naturel. On peut pas être productif 100% pendant 8 heures, quoi. Moi, je me rends compte aujourd'hui, il y a des moments de blocage dans mon travail. Hop, eh bien, je sors, je vais me changer les idées, je me promène avec mon chien ou quoi que ce soit, ou je fais d'autres choses pour justement, comment dire, un peu me vider l'esprit et faire de l'espace pour justement les informations qui arrivent. Et là, d'un seul coup, les choses se mettent en place. Dis-moi, là, on a parlé de STME, de ton métier de dirigeant, mais aussi tu es impliqué... en dehors de l'entreprise, par exemple, avec d'autres dirigeants, hein, je crois que tu es président de l'association des Bois de Grasse, entre autres, ok. Et je voulais savoir, est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui, à travers la crise sanitaire qu'on vient de vivre, est-ce que c'est une prise de conscience qui est de plus en plus importante chez les dirigeants et qu'est-ce qui les encourage à aller plus loin et à aller justement dans l'action? Donc oui, en effet, je suis président du parc d'activités des Bois de Grasse, qui est très impliqué dans cette démarche aussi. J'y suis arrivé en acceptant la mission de piloter la commission sport, il y a 5 ans maintenant. Et j'y reviens. C'est par le sport où on a réussi à créer du lien entre les gens. Pourquoi? Parce que par le sport, on est tous égaux, on est tous en short et en t-shirt, et il n'y a pas de patron. Parce que si ça se trouve, le patron, c'est celui qui va courir le moins bien. Et donc, ben, là, on est tous en short, quoi. Et on y va. Et puis, on est là pour se dépenser, pour passer un bon moment, pour le bien-être. Je reviens encore une fois, hein, on n'est pas sur du sport compète, sport pro, sport de haut niveau. Et par ce biais, on a commencé à avoir des actions en toute convivialité. Ça a marché, ça a matché. Au début, il y avait plutôt des dirigeants et sont venus s'impliquer dans la sauce des salariés. Et aujourd'hui, on a un vrai lien. Il y a 35 personnes qui sont impliquées dans l'association. Il y a un enthousiasme extraordinaire. Ça le prouve encore. Hier soir, on est allé à 5 personnes avec des machettes et des cisailles et des tronçonneuses ouvrir un chemin puisqu'on organise un trail en relais dans 15 jours et qu'avec le Covid, on n'avait pas fait de courses l'année dernière. Donc la forêt avait repris ses droits. Et donc on est allé préparer ça entre nous hier soir
pour cette activité qui va avoir lieu mi-septembre. Et donc oui, on se rend compte que la première victoire qu'il y a eu, c'est que maintenant on se retrouve à décider des actions qui vont être faites sur le parc d'activités avec des dirigeants et des salariés. Tout le monde est autour de la table et on est dans la bienveillance et en pensant à la forêt, le bien-être des salariés, et on a la chance d'être accompagné par notre président de communauté d'agglo qui nous aide et qui nous assiste et qui nous épaule dans ces projets. Et c'est ce qui fait qu'on sent que c'est pas négociable en fait. On ne peut avancer que comme ça. D'accord. Quand tu vois le dernier rapport du GIEC qui dit les enfants, vous avez 10 ans pour se bouger, et avec des actions quand même assez importantes, est-ce que c'est un sujet qui est au cœur aujourd'hui de l'association, et comment vous abordez ce sujet? C'est nécessairement ça, et dans le parc d'activités, c'est très diversifié, mais en fait, en gros, 60 à 70% des salariés, c'est 110 entreprises et 1100 salariés à peu près. D'accord, donc c'est quelque chose de très conséquent. Voilà. C'est une belle communauté, une belle association. Mais en fait, en gros, peut-être que 10% des entreprises couvrent 90% des salariés, parce qu'il y a des entreprises qui ont 100 salariés, et à 7-8, ils couvrent tout ça. Et ces gens-là sont en train nécessairement, alors je dois le dire, ils sont venus vers la sauce aussi, et certaines entreprises du monde des arômes et parfums se sont rapprochées de Cèdre, sont en train de prendre des représentants RSE, parce que c'est demandé par leurs clients. D'accord, donc il y a un mouvement du client, du consommateur qui dit « moi je veux maintenant des produits tout à fait. Qui soient cohérents avec la préservation de l'environnement, la préservation de l'homme aussi, de l'humain, et de la planète. » C'est ça, et donc la proximité aussi, parce que la base de la sauce, c'était aussi de mettre en lien des gens du parc pour éviter d'aller chercher des services éloignés s'ils sont à proximité. Donc moi je disais, nous qui sommes par exemple dans la maintenance de la climatisation et du chauffage, je dis à tout le monde, je trouve dommage que j'envoie mes équipes travailler à Nice et que des Niçois viennent travailler ici. Et après on nous dit, on pollue, l'autoroute Cannes-Nice est bouchée, donc on essaie, mais là aussi il faut que ça soit du temps, il faut que les liens se fassent entre les humains avant qu'ils se fassent entre les entreprises, il faut que les gens apprennent à se connaître, à se faire confiance. Mais nous on est déjà en train de réfléchir sur des projets de grosses rénovations énergétiques sur des usines, en remplaçant les pompes à chaleur, en mettant des panneaux solaires pour de l'autoconsommation. Voilà, on est déjà sur des projets avec des usines du parc. Donc toi, par exemple, ici, avec STME, quand des clients viennent te voir, il y a aussi cette proposition et cette réflexion de dire, ben voilà, au lieu d'avoir une utilisation d'énergie traditionnelle, il y a peut-être l'option justement d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus... qui a moins d'impact sur l'environnement, moins d'empreinte carbone, etc. Cette suggestion et cette proposition fait partie du service proposé. Ah ben c'est le cœur de notre développement. C'est pour ça qu'on a ces plusieurs entités qui sont totalement pour nous complémentaires. On le propose aux clients et en fait on en revient à ce qui fait que les gens arrivent à travailler ou à brainstormer, qu'ils soient au boulot ou qu'ils n'y soient pas. C'est qu'on a redirigé nos valeurs. Et pourquoi on est là? Donc pourquoi on est là? C'est qu'aujourd'hui, on a des clients qui ont des besoins. On a notre planète qui a aussi un besoin, c'est qu'il faut qu'on change notre mode de consommation. Je dis nous en tant que particuliers, mais nous en tant qu'entreprise aussi, au global. Donc on a... mais c'est l'ADN de STME, ça je l'avais créé depuis le départ. Et
je reviens juste sur notre logo, qui est la prise, et le STME, Société de travaux et de maintenance électrique. Le électrique, c'était parce qu'on voulait travailler sur tout ce qui marche à l'électricité, donc la pompe à chaleur. Alors, c'était l'histoire du départ quand j'ai créé la société. Donc oui, on essaie de proposer des projets le plus global possible chez nos clients ou prospects, en leur disant que voilà, on sait proposer ça. Évidemment, aujourd'hui, il y a aussi les bornes de recharge de véhicules électriques, il y a tous ces... et puis même, on a eu un audit sur le parc d'activité là, et je pense qu'il y a un vrai avenir, surtout dans notre région très ensoleillée, aux petits moyens de locomotion électrique. Enfin, alors tout le monde parle du VTT, mais la trottinette, alors c'est discutable dans les grandes villes, mais ça peut devenir un moyen, parce que dans notre parc d'activité, on a un énorme souci de parking. Ouais. C'est terrible, donc voilà, c'est dans ces choses-là. Mais pour en revenir, donc nous, on est sur cette réflexion-là, mais donc en fait, la réflexion du groupe, de DX Group, qui est le groupe qui héberge toutes ces sociétés, c'est qu'on est donc au service de nos voisins pour essayer de leur proposer des solutions globales sur la partie énergétique. Mais nous, en tant que perso, enfin, mon souci à moi, c'est aussi de pouvoir essayer de développer l'entreprise, avoir de la croissance et de créer des emplois pour des jeunes, mais pour lesquels on sait que tu viens dans une boîte où il y a de la valeur. Et aujourd'hui, je pense pouvoir dire, parce qu'on analyse de plus en plus, que les jeunes sont plus intéressés par nos valeurs que par des euros. Donc, en réalité, tu n'es pas une entreprise humaniste, tu es une entreprise de sens. C'est-à-dire que tu portes du sens. Tu sais pourquoi tu me dis ça? Pourquoi? Mais parce qu'on avait fait ensemble. Ouais, bien sûr, on a travaillé sur la raison d'être de l'entreprise ensemble, etc. En fait, tu as participé à ma réflexion. Et encore une fois, on était sur une réflexion peut-être un petit peu inconsciente. Et tu nous as fait, par le travail qu'on avait fait ces plusieurs demi-journées, prendre conscience qu'en fait, on se donne une mission. Mais alors après, pour réussir à le mettre sur du papier, communiquer sur ça, et que les gens le croient, parce qu'en fait, c'est aussi le problème, parce qu'il y a tellement de gens qui font du greenwashing que pour faire passer un message, c'est compliqué. Mais nous, c'est pas grave. On sait ce qu'on vaut à l'intérieur de nous, on fait notre chemin, et que quand on aura fait nos preuves et que ce sera plus discutable, à ce moment-là, peut-être on pourra le faire. Mais aujourd'hui, en tout cas, en interne, le message est compris. On est à fond là-dedans dans nos valeurs, quoi. Alors là, ce podcast est dédié aux acteurs du tourisme, mais je veux dire, les acteurs du tourisme font appel aussi à des entreprises dans le bâtiment, etc. On parle des hôtels, etc. Pour les auditeurs qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui ont pris conscience qu'il fallait agir et qui ne savent pas forcément agir. Est-ce que toi, tu pourrais leur donner un conseil ? C'est-à-dire, quelle serait la prochaine étape pour eux, pour agir, pour rentrer dans l'action et participer à ce changement que nous avons tous besoin? Alors, la première des choses, c'est vraiment, je pense qu'il faut que le dirigeant soit lui-même très clairement engagé dans cette démarche et qu'il y croit. Qui croit que c'est possible. Alors, il y a beaucoup de dirigeants, par exemple, pas dirigeants salariés, qui sont aussi sous une pression d'une philosophie de compagnie, etc. Est-ce qu'ils doivent quand même continuer à suivre un peu ce que leur âme et conscience leur dit en disant, écoute, justement, il faut changer le schmilblick, c'est maintenant? Alors, tu me poses une question délicate à laquelle je vais pas savoir répondre, mais je vais poser le problème. Ouais. Je suis un entrepreneur dirigeant, et donc c'est mon entreprise, je vais dire vulgairement, comme dit tout le monde, c'est mon argent. Bon, malgré que pour moi c'est celui de l'équipe, tout le monde l'a bien compris, ok, mais tout le monde comprend que quand on va partager les bénéfices, c'est moi qui fais le chèque, c'est moi qui signe le chèque en haut, quoi. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Là, on est dans la pratique, pratico-pratique. Ouais. C'est carré. Ouais. Donc, au-dessus de moi, j'ai pas d'actionnaires qui me disent ce qu'il faut faire. Bien ou pas bien. Parce que, bon. Mais
je suis désolé de le dire, ça va faire, je pense, couiner des dents, mais je ne comprends pas, dans le futur moyen et long terme, comment on peut être aligné avec les valeurs dont je parle depuis le début et des actionnaires dont je respecte, alors là c'est aussi pratico-pratique, ce qu'on leur a vendu. Parce que quand on va à un investisseur, on lui dit, ben tiens, tu mets 2 millions d'euros là-bas, ça va te rapporter 7% de rentabilité. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Son attente, c'est les 7%. Malheureusement. Et ben, le directeur que tu dis dirigeant salarié, lui, il doit se démerder à faire rentrer les 7%. Et la problématique par rapport à moi, c'est que depuis le début, je dis, il faut du temps. Et les investisseurs, malheureusement, il y a un problème là, c'est qu'ils n'ont pas de temps. Parce que, après, je me mets à leur place. Je veux dire, ils ont d'autres projets, ils attendent de ça, il faut sortir du projet. Ils avaient prévu la renta parce qu'il y a peut-être d'autres investissements à prévoir, tout ça. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé la solution et je prévois de rencontrer, parce que j'en connais, de grands dirigeants salariés, des gens qui peuvent piloter 1500 personnes, 2000 personnes, et leur demander ce qu'ils pensent de ça. Comment est-ce que je pourrais participer à aider dans la réflexion? Encore une fois, je reviens sur mon sens et sur ma mission, parce que moi, aujourd'hui, à ma place, j'essaie de diffuser le plus ce qu'on fait, et ça fait partie de ma mission aussi. C'est justement ce qu'on m'avait appris, où moi, j'en parlais pas, et on m'a dit, mais non, il faut surtout que tu en parles, parce que plus tu en parleras, et plus tu feras... Tu donneras ces infos et plus tu pourras faire venir des gens dans cette démarche qui est vertueuse, quoi. Et aujourd'hui, alors autour de moi, en dirigeant, je veux dire, propriétaire, c'est assez simple à faire passer. Et puis après, alors j'ai aussi autour de moi des dirigeants salariés qui y vont. Mais je vois... Enfin, les moyens sont plus réduits que pour nous, en fait. Et je pense que c'est un peu plus compliqué que pour nous aussi. Mais alors, donc, pour revenir aussi aux pratico-pratiques, tu me dis les conseils. Les conseils, moi, je suis dans la région sud, donc je sais comment ça se passe ici. Vous pouvez vous rapprocher nécessairement de la CCI, vous rapprocher de la région, qui ont des contacts et des projets à chaque échelle. Et puis après, évidemment, des gens comme toi, François, qui ont des assos ou proches d'associations qui peuvent aussi accompagner dans la démarche et pour se faire poser des questions et aller dans ce sens-là, quoi. Okay. Mais il faut y croire, en fait. Oui, il faut y croire. Puis il faut y aller. De toute façon, maintenant, c'est même plus une question de conviction, c'est qu'il semblerait qu'on n'a plus le choix. Il faut bouger. Ah ben c'est la raison pour laquelle moi j'y vais sans compter. Et c'est pour ça que je dis, je fais mon chemin sans essayer pour autant de demander l'avis aux autres, parce que je sais personnellement que nous n'avons plus le choix. Je veux dire, j'accompagne aussi, j'ai un copain qui est trailer professionnel, qui est encore pire que moi dans cette démarche. Et on va l'aider là, dans son projet de bâtiment haute efficacité énergétique, mais on dépasse ce qui peut être fait, parce que on essaie il essaie, parce que moi je suis que sur ma partie, mais lui sur la partie bâtie, de réutiliser tout ce qui peut de la démolition pour mettre le moins de choses en déchetterie, mais je pense que ça pourrait être à lui seul, si on pouvait faire un jour un podcast avec je le cite, Sébastien Camus, d'accord, qui est aussi pour moi un modèle de virtuosité et de développement pour notre planète, quoi. Ok, écoute, tu organises le rendez-vous et avec plaisir, parce que là ce que j'entends, c'est quand même quelqu'un qui se dirige
qui va au-delà je veux dire, de l'écologie, mais il va vers une économie régénératrice pratiquement. Et il va en profondeur. Et je trouve que c'est important de pouvoir partager justement des personnes comme ça, qui vont peut-être nous inspirer justement à aller encore plus loin dans notre démarche. Donc, oui, avec plaisir, avec plaisir. En tout cas, Jean-Pascal, je te remercie pour l'accueil. J'espère que tu as passé un bon moment. Je te remercie aussi pour le soutien, pour le podcast, lors du financement participatif qui a eu lieu au début de cette année. Et puis, à très bientôt. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, eh bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.